célébrer le centenaire de mon grand-père. Qui est également notre père, Oui. de ton père et de moi. Et oui, effectivement, le centenaire de votre père et mon grand-père, le centenaire de sa naissance. Et beaucoup de personnes sont venues à cette grande fête du sport de l'air. Et qu'est-ce qui les a animés, qu'est-ce qui les a amenés à venir à cette grande fête, cette célébration? Écoute, Mauvais, c'est une histoire qui date de très longtemps. De très longtemps, parce que ton grand-père, avant même la naissance de l'aviation, il commençait déjà à regarder en l'air, il regardait le ciel. Il n'y avait que les oiseaux, il était passionné pour les oiseaux. Voilà, il connaissait les expériences de Mouillard, de tous ces gens-là. Mouillard qui a étudié les vautours, le vol des vautours en Égypte. Ah, alors ton grand-père connaissait très bien ça, et moi je me rappelle l'avoir entendu parler de ça. Et alors ensuite, évidemment, quand l'aviation est arrivé, il en était passionné. En 1903, Santos-Dumont, les premiers vols, 1903, il y a eu avant, comment s'appelle-t-il donc? Lilienthal, je crois. Il y a eu Lilienthal. Papa a correspondu avec le frère de Lilienthal, Gustave. Ah oui, Gustave. Et alors il y a eu Clément Ader, évidemment, qui est le premier qui vraiment s'est détaché du sol avec un plus lourd que l'air. Ça, c'est le premier, incontestablement. Oui. Mais qui a volé vraiment sur une certaine distance. Ce sont les frères Wright, aux États-Unis. Et en France, Santos Dumont, qui était brésilien. Oui. Mais au Brésil, il n'a pas pu. Oui. Il a fallu qu'il vienne en France pour ça. Alors, tout ce monde qui est venu à Marennes pour la célébration de ce centenaire de la naissance dans les justement, j'y viens. Il était extrêmement passionné de tout ça. Et il a commencé à construire des appareils juste après la guerre de 14. Il a construit des planeurs d'abord, qui ont un petit peu volé. Il courait beaucoup, décollait très peu et avait très chaud. Et puis ensuite, il a fait venir le premier moteur Vial, c'était en 19 ou 20, le moteur Vial de 35 chevaux. Il a construit un premier appareil, qui n'a pas marché bien entendu, un deuxième qui n'a pas marché non plus, fort heureusement, nous ne serions pas là sans ça, et peu à peu, il a fait le numéro 7, ne voyant qu'il n'y arrivait pas en avion. Il ne voulait pas faire un avion conventionnel. Alors, ces appareils, ça ne marchait pas. Il a fait le numéro 7, qui était un hélicoptère. Ah, voilà, il était solidement fixé au sol par 4 fils de fer, mais mou, de façon que si ça décollait, eh bien, les fils de fer se tendraient, ça prouverait qu'il aurait décollé. Les fils de fer se sont tendus, et puis il y a eu brusquement un grand bruit, des pales d'hélicoptères qui se sont mélangées avec des roulements à billes éclatés, des billes de partout. Enfin, je sais que papa et maman ont ramassé des billes un petit peu partout dans la cour. C'est avec sa sœur surtout. C'est elle qui tenait un des filins de l'hélicoptère. C'est, je crois, elle qui l'empêchait, la tante Marguerite, de l'empêcher de tourner en rond. Parce qu'elle n'avait pas trouvé le système de l'anticouple. Voilà. Alors, je crois que la tante Marguerite... Elle était accrochée. Elle tenait justement la filin d'anticouple. Ah ben je me rappelais pas de ça. Mais alors, le fuselage de l'hélicoptère, par la suite, a été utilisé pour le numéro 8, le HM8. Ce qui explique que le fuselage du HM8 est tellement fin... Ah, pour le passage du rotor? Oui. Et que le gouvernail est tellement grand, au départ, parce que le gouvernail devait servir d'anticouple pour l'hélicoptère, c'est-à-dire une faible vitesse d'avancée avec le gouvernail braqué à fond, devait faire anticouple. Et oui, avec la tante Marguerite. Oui, seulement à ce moment-là, sans elle. Et alors, donc le HM8 est un avion classique, il a un peu volé, et parce que papa s'était dit, l'avion classique, après tout, ça vole quand même, malgré les défauts, ça vole. Alors je vais en faire un, et à partir de là, je volerai aussi bien que les autres, et je pourrai poursuivre mes recherches. Alors, il a fait cet appareil, il a volé avec, et la preuve qu'il a volé, c'est qu'il s'est fichu en vrille avec. Heureusement, il n'était pas haut, il a tout cassé. Il s'est fait passer un savon d'ailleurs par Fouquet, par André Fouquet. Mais après avoir écrit le livre Comment j'ai construit mon avionnette, et il a diffusé avant de tout casser. Avant la casse,
passionné et puis très content de sa trouvaille, d'avoir volé et n'avoir rien cassé du premier coup. Oui. Et il a diffusé son enthousiasme, déjà. Oui, d'abord dans un article de journaux, et ensuite avec ce bouquin, Comment j'ai construit mon avionnette, qu'il a écrit en 1931. Et à partir de là, je crois qu'à peu près 200 HM8 ont été construits par des amateurs. Ah oui. Et dont un tout récemment, puisqu'en 83, M. Lerin a construit un HM8. A reconstruit. Non, il a construit entièrement. Mais non, mais Il a reconstruit, refait. parce qu'il a construit en 35, Oui, il en a refait un. il a reconstruit celui de 35 en récupérant le moteur et les roues. C'est ça, c'est tout. C'est qu'il a reconstruit celui qu'il a cassé du premier coup à son premier vol. Oui. C'est que quelqu'un, un pilote, l'avait essayé avant, le sien, il me volait. Lorsqu'il m'a raconté, il a essayé lui-même, il a tout cassé. Oui. Et puis c'est 50 ans après qu'il a reconstruit. Il n'y a pas eu une tête de sapin ou quelque chose comme ça, un grand arbre, un arbre qui était un peu trop haut? Je sais pas. Il l'aurait accroché. Il me semble bien. Et c'est donc après avoir diffusé cet enthousiasme pour construire le HM8 qu'il lui-même s'est mis en vrille, il a tout cassé, et c'est là où... Eh bien, c'est là qu'il s'est dit, c'est inadmissible, j'avais le manche en arrière et à droite, et l'appareil est parti en avant et à gauche. Ça, les aviateurs acceptent toujours ça, ils trouvent que c'est normal. Qu'un avion décroche, on essaie de le faire aller lentement, on tire à soi, et puis, au lieu d'obéir, l'avion plonge du nez. Ça, c'est un fameux défaut que n'a pas le pot du ciel, par exemple. Et puis, quand on met le manche en pot du ciel, quand on met le manche dans une direction, qu'on aille vite ou qu'on aille pas vite, l'appareil suit. Voilà, exactement. Il ne part pas à l'envers. Et alors, enfin, exaspéré par ça, révolté par ça, il essayait sur le HM10 des grands ailerons pour avoir une aile vivante, des grands ailerons énormes qui faisaient à la fois profondeur et direction. Mais il ne savait pas qu'il fallait compenser par l'arrière pour éviter un couple piqueur dû au recul du centre de poussée. Enfin, ça, c'est des choses un petit peu techniques. Hein. Et alors, il a fait le HM11, le HM12. Le HM10, c'était pas mal. Le moteur était derrière et l'hélice était à l'avant, au bout d'un long arbre. Il a tourné très lentement et elle était immense. Donc, elle soufflait une partie de l'envergure et elle avait un très bon rendement. Alors, par la suite, il a fait le HM12, c'était pas terrible. Le HM13, ça commençait déjà à être la formule pouls du ciel. C'est-à-dire, on avait la position des ailes. Parce qu'il s'était dit, au moment du décrochage, si on approche à l'arrière d'une aile prête à décrocher, une autre aile en pleine portance, logiquement, les filets d'air devraient être attirés vers le bas. Il essayait, ça marchait. Le 10 août 1935, il a enfoncé le premier clou du HM14. Et le 1933, pardon. 33. Le 10 août 1933, le premier clou. Le 10 septembre de la même année, l'appareil était sur le terrain, moteur en marche. Il a mis 30 jours pour tout construire. Le HM14, c'était un travail relativement grossier, très rapide. Il n'y avait aucune finition, puisque 13 appareils avant n'avaient pas bien donné satisfaction. Celui-ci, ça pouvait être un 14e. Et ce 14e a marché magnifiquement. Il y avait de quoi être émerveillé. Et tout de suite, il était au point, presque à sa naissance, il était au point. Et alors, ne voulant pas garder ça pour lui, il a fait d'abord des articles dans les ailes. Ensuite, il écrit le bouquin, celui qu'on appelle le bouquin avec un B majuscule, Le sport de l'air, le premier, 1934. Pourquoi et comment j'ai construit le pot du ciel? Pourquoi le sport de l'air? Pourquoi et comment j'ai construit le pot du ciel, effectivement. Alors, dans ce bouquin, il donnait la fabrication de l'appareil, il donnait des précisions particulières pour le centrage, qui devait passer à 200 mm en avant etc. Et seulement, les amateurs qui l'ont construit ne s'occupaient pas du centrage, parce que l'avion avait une jolie forme, ça suffisait, et pour eux, le centrage est une chose qui ne se voit pas, la position du centre de gravité par rapport à l'ensemble de la voilure, ça ne se voit pas. Alors l'appareil était photogénique, donc il pouvait voler. Et certains qui avaient déjà volé par hasard, ils sont tombés sur un réglage convenable, d'autres ont fait le réglage indiqué sur le bouquin, donc on volait convenablement, mais on s'est aperçu que plus l'appareil était lourd de l'arrière, et mieux il décollait et atterrissait.
Donc certaines personnes l'ont centré lourd en arrière, Centrage arrière, donc. centrage arrière, sans penser que le centrage arrière de n'importe quel véhicule, que ce soit voiture ou avion, amène une instabilité. L'instabilité n'est pas grave par elle-même, mais ce qui est grave, c'est que quand elle arrive à la non-manœuvrabilité. Et certains amateurs sont arrivés à la non-manœuvrabilité de leur pot du ciel. Et il y a eu des accidents. Il y a eu plusieurs morts. Il y a pas loin d'une dizaine de morts. Et aussitôt, alors, ton grand-père a modifié le pot du ciel. Il a rendu l'aile arrière mobile en sens inverse de l'aile avant. Pour ceux qui étaient déjà construits, qui volaient, Oui, il leur pour a ceux qui indiqué, existaient. voilà, vous qui êtes mal centré, vous pouvez corriger ce défaut. C'est ça, exactement. Et en même temps, il a modifié le profil de l'aile. Il avait un profil, en principe, autostable à double courbure, et là, il a modifié le profil de l'aile, et il a un petit peu allongé le fuselage, pas beaucoup. Et à ce moment-là, plus aucun accident ne s'est produit, sauf un, sur un appareil qui n'avait pas été modifié. Et le constructeur de l'appareil, d'ailleurs, avait dit à ton grand-père, « Oh ben non, c'est pas la peine de le modifier, je vole avec, ça va très bien, c'est parfait, je n'ai aucune raison de le modifier. » Il s'est tué le dimanche suivant. Ça avait beaucoup impressionné ton grand-père. Mais l'amateur n'avait qu'à suivre ce qu'il avait dit. Alors depuis, des proportions d'ailes et des centrages et des profils d'ailes différents ont été adoptés, et le problème est complètement résolu d'une façon absolument définitive. D'ailleurs, tu sais bien, avec le Ballery, on a essayé suffisamment de piquer dans les plus mauvaises conditions. Des centrages avant, arrière. Oui. C'est pas là où il a dit, c'est en 1936, je crois, où il a dit, écoutez, le pot du ciel mal réglé était dangereux. Oui. Un avion classique bien réglé est toujours dangereux. Oui. Moi, mon avion avait un défaut, mal réglé, il était dangereux. Oui. J'ai corrigé ce défaut. Messieurs les ingénieurs, je demande que vous en fassiez autant pour l'avion classique. Exactement. Messieurs les ingénieurs de l'aviation avec un grand A. Oui, eh bien ils ne l'ont toujours pas fait. Vous avez des avions qui, même bien réglés, sont dangereux, restent tous les dangereux. avions. Et donc, faites-en autant. Oui. Guérissez votre... Oui, eh bien, on a critiqué le pot du ciel parce qu'un pot du ciel mal réglé était dangereux. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais, personnellement, nous pouvons critiquer l'avion classique parce que, même parfaitement réglé, Toujours dangereux. il punit de mort une faute de pilotage. Quand on a pensé à faire le centenaire de Migné et que nous l'avons annoncé, eh bien, tous les gens qui étaient sympathisants, qui étaient adeptes du Saint-Patron, dans toute la France, et même ailleurs, dans les pays limitrophes, eh bien, ils se sont dit, mais on peut aller n'importe où, à n'importe quel moment, mais pour le centenaire de Migné, il faut être là. Alors, de partout, ils sont venus de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, ô combien passionnés. Il y en a eu quand même 120, je crois, en Angleterre. 120 HM14. HM14, oui. Non, au total, 120 pots du ciel. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, oui. Et puis, il est venu des amateurs d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Madrid. Il y en a un qui est venu.
le HM14, dès 1936, il a été construit au Japon par des amateurs. Oui, Donc je crois qu'il y en a eu 2 au Japon. ça montre un petit peu cette propagation, cette passion. Eh bien, je me suis même laissé dire qu'une petite construction en Syrie avait été faite en URSS. Ah oui. Je ne sais pas si c'est vrai. C'était à l'insu Ah oui, complètement. de Papy. Complètement. Enfin, eux ne se gênent pas pour copier ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans autorisation, ils n'en ont pas besoin. Donc c'était une passion communicative et aussi il avait des talents d'écrivain, il avait une façon, il y a un style dans le livre effectivement comme tu as dit, un style qui a fait que c'était à la portée de tout le monde et très... D'ailleurs son livre a été surnommé par Raymond Doé. Raymond Doé qui était chargé de mission à la ville de Paris, qui s'occupe beaucoup des ULM en France. Oui. Et pour la réédition du Sport de l'air en 1985, avait surnommé le Sport de l'air le livre qui rend fou. Ah oui, Le livre qui rend de fou, ça. un tel commence à lire le soir, le termine, il n'arrête pas à s'arrêter, le termine au petit jour le lendemain matin. Ah oui, c'est vrai. Et regarde d'un œil nouveau le vieux moteur de la Volkswagen qui est dehors, les roues d'un chariot à côté, tiens, ça va me servir, des belles planches de hêtre, avec, ça ferait une bonne hélice. Oui. Et puis voilà comment ça a été diffusé, cette passion communicative. Oui, et comme avait raconté Noisé, il avait jeté un coup d'œil à un grand buffet ou une armoire qu'il avait, et cette armoire en beau noyer, ça avait fait une belle hélice. Mais sa femme Mais ça, n'était c'était pas du une même blague. avis. Sa femme n'était pas du même avis. Il ne devait pas tellement lui demander. Ah, ça, quelquefois, les femmes ont empêché de construire Ont construire un tempéré, appareil. tempéré, peut-être. Même quelquefois empêché. Mais il y a quelques jours, une personne m'a demandé un plan, et c'était la femme du constructeur en puissance qui a téléphoné pour demander un plan. Ben, tu es au courant. Oui, plusieurs fois, j'ai eu les épouses demander des renseignements pour les laisses de plan pour le compte de leur mari. Parce que le vent peut changer. Et puis ce matin, il a tourné. Et là, j'ai l'impression qu'il s'établit à l'inverse de ce matin. Donc, il va falloir inverser le tri. Mais les commissaires de piste tournent en même temps sur le tri. Ah, j'ai pas de stop. Il va pas mettre longtemps à décoller.
belle pétoire. Hein. Bon, c'est deux choses. Non, mais c'est tellement tentant, mais... Cet avion ne vous semble en rien concerner le coup du ciel. Eh bien, détrompez-vous. Il appartient à la compagnie, pourtant française malgré son nom, Brittany Ferries, qui finance des amateurs pour la rénovation d'avions anciens. L'homme que vous allez voir assis contre la roue d'un coup du ciel s'appelle Jacques Laurent. Sous l'égide de Brittany Ferries, il est responsable de la mise en chantier de plusieurs coups du ciel. Vous avez d'ailleurs vu tout à l'heure leur premier exemplaire. Et malgré cette météo un peu dure, il est venu de Rennes en vol. Très rapide d'ailleurs, il retournera beaucoup moins vite, bien sûr à cause du vent de face. Mais enfin, nous avons su que tout s'était bien passé. Ce broussard a été entièrement rénové par la même équipe qui a construit le coup du ciel. C'est donc en quelque sorte son grand frère d'atelier. Et ma foi, le gros escortant le petit, il nous a amené à Marennes l'essentiel de cette vraiment très sympathique équipe.
Bon, alors dis donc, il y a une petite chose dont il faudrait parler aussi. C'est que le mouvement ULM est apparu vers la fin des années 79, vraiment a commencé à se développer. Et alors, à ce moment-là, le chef pilote d'un aérodrome pas loin d'ici, à Villeneuve-sur-Lot, m'a dit un jour, mais monsieur Mignet, si vous faisiez un ULM Pouls du ciel, et je ne suis pas partisan du Pouls du ciel, hein, mais si vous faisiez un ULM Pouls du ciel, la formule de votre père serait dans ses pleines possibilités. Le temps a passé. J'ai dit oui, évidemment, mais enfin l'ULM c'est parapluie volant, tout ça, question de sécurité, ça m'emballait pas tellement. Et puis, j'étais allé faire les essais d'un monoplace, avion alors, mais Pouls du ciel, mais de catégorie avion, à Tarbes-la-Loubert, et quelqu'un, le fils d'un ancien collaborateur de ton grand-père d'ailleurs, est venu avec un Quicksilver, un ULM. C'était la première fois que j'en voyais un. Il m'a proposé de faire un tour avec, et malgré ma réticence, il m'a presque obligé à partir seul sur cet appareil. C'était la première fois que j'étais en l'air seul, dans un avion, enfin dans une machine volante qui n'était pas un Pouls du ciel. Je n'étais pas très rassuré d'ailleurs. Ça s'est très bien passé et j'étais émerveillé par cette nouveauté, par l'ULM. J'étais émerveillé par le fait de ne rien avoir autour de moi, ce que tu sais, en ULM. Oui. J'avais découvert ça. Et je me suis rappelé ce que m'avait dit ce monsieur, et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un ULM. Transposer la formule Pouls du ciel appliquée à l'ULM. Alors, je suis parti. J'ai pris la caravane que j'avais là-bas, et pour ne pas être dérangé, je suis allé à une trentaine ou 40 km dans un petit coin de montagne. Je me suis isolé là, tranquillement, et j'étais bien peinard. Pour dessiner. Et puis, j'ai fait des croquis. Des croquis, n'importe quoi. Ce qui me passait par l'idée, enfin, même pas par l'idée, ce qui passait par ma main. N'importe quoi. Est arrivé un moment où il y en a un qui m'a plu plus que les autres. Et quand je suis revenu, j'ai fait quelques dessins un petit peu plus précis pour voir si ça pouvait tenir debout. Et puis, je suis venu trouver un certain Alain Mignet, et je lui dis, écoute mon vieux Alain, qu'est-ce que tu dirais si on faisait un ULM? Et tu n'as pas été tout à fait contre. On a commencé ici, là, à construire un prototype. Et oui, on a construit le Et tu te prototype souviens du Ballery. Tu te souviens de ce qui s'est passé? La philosophie, un moteur, 2 sièges côte à côte, le moteur d'arrière, 2 ailes, 3 roues, Oui, et le spectacle qui défile sous les pieds. exactement. Le paysage qui défile sous les pieds. Effectivement, c'était ça l'ULM, tel qu'on l'avait pensé au début. Et puis ça a marché le premier coup. Le premier Ballery, on l'a fabriqué tous les deux. On l'a fabriqué tous les deux, dans le plus grand secret, avec les moyens du bord, avec les moyens du bord. et en raclant les fonds de tiroir. Ah oui, ça. D'ailleurs, si nous avions cassé ce premier appareil, cet appareil, je retournais dans mon béton, toi tu retournais à tes dessins, et puis voilà. Et il n'a pas été cassé du tout, il n'est toujours pas cassé d'ailleurs. Et effectivement, il a volé, et là, beaucoup de personnes sont déclarées intéressées pour acquérir une machine comme ça, prête à voler. Et nous avons effectivement relevé le défi. La Société des avions Henri Minier, avec le concours de l'aéroclub Albert Baron de Marennes, organise donc ce 4e rassemblement des avions ULM de formule Henri Minier Pouls du ciel.
Eh bien, nous avions décidé de construire le Pou du Ciel en série, et sous forme d'ULM, qui porte le nom de HM 1000 Ballery, Ballery, nom Saint-Onger du Faucon Cresserelle. Et HM pour Henri Minier. Et 1000 pour le modèle. Oui. Et cet appareil conserve toutes les caractéristiques des avions miniers, et surtout le repliage des ailes, et il est surtout vendu, prêt à voler, sans aucun réglage n'est à faire sur l'appareil. Comme ça, il n'y a aucune modification à faire par les particuliers. On sait que là, on ne peut rien reprocher à l'appareil. Et ces appareils marchent tellement bien qu'ils ont été choisis par l'armée française. Et d'ailleurs, l'entreprise Avion Minier, puisque maintenant l'entreprise Avion Minier existe, est homologuée pour la défense nationale. Mais te rappelles-tu combien au total tu en as vendu? Actuellement, à ce jour, 85 livrés. 85 livrés. Si on dit vendu, on approche de la centaine. Donc ça prévoit pour l'avenir. En effet, oui. Et ce n'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et tu sais ce qu'avait dit ton grand-père: voler, vivre une féerie, être oiseau dans un paradis. Eh bien ça, c'est sa pensée qui est répandue pour tout le monde. Ah oui, Tous ceux qui veulent. Voler, vivre une féerie, être oiseau dans un paradis. Fantastique.